Oskar Tchirky, 1866-1950, fut le maître d'hôtel du restaurant Delmonico, puis de l'hôtel Waldorf Astoria à Manhattan, créé par les époux Bolt. Il était connu comme Oscar du Waldorf et a publié un livre de cuisine, bien qu'il ne fût jamais chef. À sa mort, sa collection d'ouvrages et de menus fut offerte à l'université de Cornell. Il est né en 1866 à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Il émigre vers les USA en 1883 et s'établit à New York. Il fut tout d'abord commis débarrasseur, mais eut la chance d'arriver à une époque où les clubs de direction privée se développaient. Son image est quelquefois associée aux parrains de la mafia new-yorkaise, tels que présentés dans les films de Coppola. En effet, Lucky Luciano, le célèbre parrain, occupait la suite 39C du Waldorf de manière permanente, sous le nom de Charles Ross, et ce pseudonyme a été utilisé dans le film Le Parrain. Une des scènes mythiques de la réunion des 5 familles a peut-être été organisée dans la réalité historique au Waldorf et servie par Tchirky. Une exposition d'objets anciens et de photos présente sa carrière dans le hall de l'hôtel. On lui attribue, sans doute de manière un peu hâtive, quelques recettes. L'assaisonnement pour salade Southern Island, que vous pouvez goûter par exemple dans les restaurants de la chaîne Subway, la recette des œufs Bénédicte et celle de la salade Waldorf. Le 23 juin 2017, la profession rassemblée a rédigé un document destiné à faire un état des lieux des métiers du service à table. Nous avons défini une charte du service à la française et je vous ferai découvrir les différents articles au travers de cette chaîne YouTube. Vous pouvez prendre connaissance de cette charte à partir du lien qui s'affiche à l'écran. Dans l'article 1, on peut lire « Le service à la française met en valeur les spécialités régionales, traditionnelles, ainsi que les produits français de métropole et d'outre-mer par des gestes particuliers et un discours adapté. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit emblématique du terroir national, la moutarde de Meaux Pommery. L'histoire de la moutarde de Meaux est intimement liée au sol du plateau de la Brie, formé de calcaire, dont on pouvait facilement extraire les meules. Pour moudre le grain, la ville de Ferté-sous-Jouarre, à seulement quelques kilomètres de Meaux, était un très grand centre d'exploitation. Il était donc naturel de moudre les grains de moutarde à cet endroit. Au début du siècle dernier, dans la région, il existait 250 moulins à vent, ainsi que de nombreux moulins à eau. C'est une moutarde obtenue par les seules graines noires ou brunes de la variété Sinapis nigra. Ces graines sont directement mélangées au verjus, composé de jus de raisin vert et de vinaigre. Des épices et des aromates, ajoutés par la marque Pommery, restent un secret, mais je peux vous citer par exemple l'un d'entre eux, la graine de Sénévé. Le mélange n'est pas broyé trop finement, ce qui donne une moutarde aux graines apparentes. On trouve des sources citant la moutarde de Meaux dès le XVIIe siècle. En 1760, un dignitaire du chapitre de Meaux transmet à un dénommé Pommery le secret de la fabrication de cette moutarde unique en son genre. Il s'installe à Meaux, au pied de la cathédrale, puis dans le quartier Saint-Nicolas jusqu'en 1927. La moutarde Pommery est conditionnée traditionnellement dans un pot de grès cacheté à la cire rouge et orné d'une étiquette parcheminée. Nous étions restés dans la dernière vidéo sur cette vision du restaurant qui était différente selon chaque client. Vous vous souvenez que j'avais expliqué que la vision globale du restaurant n'était qu'un moment furtif lié à l'accueil. Allons au 12. Nous traversons la première salle, avons une impression globale des lieux, de la décoration, de l'ambiance des autres clients. Mais arrivé au 12, chaque client va se trouver assis à une chaise particulière avec une vue directe sur une partie du restaurant qui va constituer sa vraie expérience du lieu, hormis la cuisine bien sûr. Une première chaise ouvre vers la vue de la véranda et d'une sculpture sur la gauche. Chaque serveur devra maîtriser des informations sur cette sculpture. Une seconde chaise offre une vue directe sur les murs et ouvertures extérieures. Une troisième sur un tableau de maître. Une quatrième sur les fenêtres de la rue. Nous verrons dans une prochaine vidéo que chacune de ces vues constitue un univers particulier, mais qui est à décliner auprès de chaque client. Pour cette recette, j'ai choisi le parti pris de l'efficacité. Aujourd'hui, il est difficile de trouver du personnel en salle et il faut donc leur proposer des gestes simples, rapides et réalisables par tout employé. On va commencer par placer 2 cuillerées de mayonnaise réalisée en cuisine. Puis on ajoute les raisins rosés et blancs, préalablement épépinés. Ensuite, le céleri rave, à préférer au céleri branche, et les noix. Puis la pomme taillée en julienne, j'ai choisi la Pink Lady et la Granny Smith, préalablement citronnées. On réalise le mélange.
On ajoute ensuite la laitue. Il faut une salade qui se tienne bien. L'iceberg est la laitue qui est la plus consommée aux USA. Elle porte ce nom car elle était transportée sous une couche de glace pilée. Elle est riche en vitamine A et très pauvre en calories. On va donc mélanger rapidement puis servir. Traditionnellement, encore aujourd'hui, au Waldorf, on sert cette salade avec des graissins placés dans une tranche de pomme granit. Dans ce chapitre de la partie artification, je voudrais poser les bases d'une réflexion qu'il nous faut mener. Le service en salle est-il un art? Cette terminologie est souvent employée, par exemple dans les programmes des examens pour le brevet professionnel ou pour le BTS. On parle d'art de la table et du service. Nos amis cuisiniers se sont positionnés. La cuisine est un artisanat. Alors, qu'est le service en salle? Un artisanat aussi? Un ensemble de techniques? Une science? Un art au sens moderne? Cette découpe de carrés d'agneau, est-ce de l'art ou est-ce simplement une technique? Mais alors, qu'est-ce qui différencie un boucher et un maître d'hôtel au niveau de son geste? Pour comprendre les éléments qui font un art, faisons aujourd'hui un voyage dans l'univers de la musique. Jusqu'au XVIIe siècle, la musique est généralement basée sur ce que l'on nomme l'harmonie, c'est-à-dire une vision verticale de la musique, comme celle du générique de cette vidéo de Vivaldi. Écoutez ce bref extrait et notez le caractère mécanique, symétrique, rythmé de cette musique. Cette vision correspond à une théorie du musicien officiel de la cour Jean-Philippe Rameau. Écoutez ce court extrait, parfaitement représentatif du courant de l'époque. Nous reparlerons du traité d'harmonie de Rameau. On est dans une vision de l'art ancienne, de l'artisanat, de la technique, développée par le philosophe David Hume. Pensez à nos techniques, à nos découpes en salle et essayez de faire un analogisme avec cette vision ancienne de la musique. Et puis, en 1752, va se passer un événement qui sera le déclenchement du basculement de la musique d'un artisanat à un art au sens de ce que l'on appelle aujourd'hui les beaux-arts. L'arrivée en France d'un artiste nommé Eustachio Bambini, qui va introduire une horizontalité dans la musique, une vision mélodique. Nous verrons comment cette artification de la musique pourrait aussi se passer en salle.